Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction en direct dès 18h chaque soir. Et l'invité de ce 30 janvier, Valérie Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Députée UMP de la 2e circonscription, secrétaire général délégué de l'UMP, chef de file de l'opposition à la région Île-de-France, responsable de l'UMP dans le département. On vous reçoit ce soir pour réagir bien sûr à l'actualité locale et puis on évoquera forcément ce dossier des municipales. Voici tout de suite les titres en images. Les principaux titres avec l'inauguration aujourd'hui du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. L'équipement ouvert depuis quelques jours va réunir au cours de la soirée sportifs, politiques, personnalités, soirée de gala que vous allez vivre en partie dans un instant. L'UMP qui souhaite conforter sa place de première formation politique dans les Yvelines lors des municipales. Pourquoi pas s'imposer aussi dans des communes de l'agglomération de Saint-Quentin. L'UMP ambitieuse, nous en parlerons avec notre invité. Et puis Timothée, c'est un Yvelinois de 22 mois. Il était en finale du concours Bébé Cadom hier. Depuis 1925, cette marque organise ce rendez-vous. Plus ancien concours d'enfants. Vous verrez qui des 11 lauréats régionaux a remporté ce prix national. On commence par des images tournées à Mantes-la-Jolie ce matin en déplacement pour l'inauguration des locaux rénovés de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. La ministre déléguée chargée à la famille a été interpellée par des employés. Ils lui reprochent de ne pas entendre leurs revendications et ils étaient venus de l'ensemble du département pour dénoncer hausse de la charge de travail, mauvaises conditions d'accueil des allocataires ou encore plafonnement des salaires. Dominique Bertinotti préfère noter les améliorations survenues ces derniers mois et elle appelle les syndicats à plus de propositions. Écoutez. Et nous, ce qu'on souhaite surtout dire à Mme Bertinotti, mais qui ne recevra pas aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on veut bien un accueil rénové, on veut bien des locaux tout neufs, mais on veut surtout du personnel derrière les bureaux. C'est une initiative aussi qu'on a prise, qui s'est jamais passée à la CAF des Yvelines, de réunir aujourd'hui de Saint-Quentin, de Mans, de Saint-Germain-en-Laye, des collègues qui viennent aujourd'hui dire à la ministre, ça suffit, on ne peut plus travailler comme ça. Voilà. On peut avoir toujours plus d'effectifs, on peut mettre toujours plus de moyens. C'est la solution, je dirais, la plus facile. Aujourd'hui, nous avons cette exigence quand même, nous sommes dans un cadre budgétaire contraint, de travailler aussi bien, voire même mieux. Et le fait de mettre du personnel là où c'est le plus nécessaire, c'est ça que les syndicats doivent défendre et plaider. Et puis social encore, l'annonce de la suppression de 684 postes à Poissy par PSA. Des reclassements sont attendus. 400 intérimaires vont tout de même voir leur contrat prendre fin à la fin du mois de mars. Le constructeur automobile qui a annoncé aujourd'hui vouloir supprimer une de ses 2 équipes dédiées à la production de cette 208. Prévisions de production pour 2014 qui ne sont pas bonnes selon la direction. 40% de baisse par rapport à l'an dernier. Les syndicats qui craignent de leur côté la fermeture du site de Poissy et la délocalisation tout simplement de toute la production. L'invité ce soir, c'est donc Valérie Pécresse, présidente de l'UMP dans les Yvelines. J'aimerais votre réaction à cette situation, ce climat social. C'est compliqué en France, c'est compliqué aussi, on l'a vu, dans les Yvelines. Sur la filière automobile, vous savez que nous, les élus des Yvelines, nous nous sommes énormément battus. Nous nous sommes même battus à l'époque contre la région socialiste d'Île-de-France qui ne voulait pas voter un plan d'aide à la filière automobile parce que les Verts n'aimaient pas l'automobile. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'automobile, c'est un élément de l'identité de notre département et on doit travailler à l'automobile du futur. Et c'est pour ça que je suis très fière que nous ayons financé, vous savez, le pôle Moveo, Mobilité du futur. Via le Conseil général, effectivement. Via l'État, c'était les investissements d'avenir de Nicolas Sarkozy, via le Conseil général et puis maintenant via les constructeurs eux-mêmes qui travaillent sur le véhicule du futur. Il faut qu'on se projette dans l'avenir, il faut qu'on innove. Il faut qu'on travaille sur le véhicule électrique pour Renault. Il faut qu'on travaille sur les nouveaux hybrides pour Peugeot. C'est les voies de l'avenir. Et je crois aussi qu'il faut baisser le coût du travail et améliorer la compétitivité de nos entreprises. C'est pour ça que j'ai dit chiche à François Hollande, baisser les charges des entreprises pour qu'on continue à produire en France. Et c'est un enjeu important dans le département l'automobile, le département des Yvelines, qui est le premier département concerné par ce secteur automobile. On va changer de sujet à présent pour évoquer l'inauguration du Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux. C'est l'événement du jour, accessible depuis le 13 janvier, avant les portes ouvertes aussi de ce week-end pour le grand public. Soirée de prestige, ce jeudi soir, dans quelques heures, si vous nous suivez en direct, déjà sur place pour la rédaction de TV Fil, Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Les invités, on l'imagine, pour cette soirée se pressent déjà. On précise aussi qu'en plat de résistance, il y aura un France-Angleterre, un match sur la piste olympique à attendre. Oui, tout à fait. Les premiers spectateurs arrivent tout juste dans les gradins. De leur côté, les membres de l'équipe de France sur piste ont commencé leur échauffement il y a quelques minutes. Et juste à côté de moi, le champion du monde en titre du kilomètre et le recordman du monde du 200 mètres, François Pervis. Bonsoir François.
Bonsoir. Tout d'abord, ça fait presque un mois que vous êtes installé au Vélodrome. Est-ce que vous sentez déjà les effets du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que les effets, on va bientôt les voir, puisqu'il y a le championnat du monde dans un mois. Et forcément, cette piste-là, par rapport à celle qu'on avait avant, va nous faire du bien. Et on va très rapidement s'en apercevoir. Et alors, sur les méthodes d'entraînement, on sait qu'à l'INSEP, vous étiez un petit peu limité à cause de la longueur de la piste. Ici, c'est une piste aux dimensions olympiques. Là, vous allez pouvoir vous entraîner façon course. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la piste, ce vélodrome-là a été construite. On va enfin pouvoir optimiser nos braquets de course, parce qu'à l'INSEP, c'était beaucoup trop court. On était vraiment trop bridés. Et on arrivait en championnat et à l'entraînement les semaines avant. On n'avait même pas utilisé nos braquets de course. Donc maintenant, ça, c'est terminé. C'est une très bonne chose. Maintenant, on a ce super outil et on va vraiment pouvoir optimiser nos entraînements et aller décrocher de belles médailles aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'on vous souhaite. Et alors, on sait que vous êtes installé tout près d'ici. Vous en profitez pour devenir énimontain. Vous vous habituez à la vie saint-quentinoise? Oui, c'est très facile. J'habite à 1 km de la piste, pas loin du centre commercial. Donc, on peut dire que je suis le roi du pétrole. Hein. Ici, c'est super. C'est pas surpeuplé. C'est beau à voir, c'est beau à regarder, des beaux bâtiments. C'est paysager, c'est des bâtiments assez récents. Donc, c'est un cadre de vie très agréable. Mon collègue Wilfried en parlait tout à l'heure en plateau. Il y a évidemment ce fameux remake de la finale des Jeux Olympiques de 2012 ce soir. Vous allez y participer dans cette finale par équipe bis, un petit peu ce remake. Il faut les battre, ces Anglais, ce soir, non? Oui, c'est prévu. On est là pour ça. Hein. On va pas se laisser faire. On est à domicile. C'est vrai que les Anglais, c'est nos adversaires les plus directs depuis des années. Donc, à un mois des championnats du monde, c'est très important de montrer qui est le plus fort. Merci beaucoup, François. On vous laisse retourner à votre échauffement et on vous retrouve tout à l'heure sur la piste. De mon côté, les épreuves commencent un peu avant 19h, justement avec François Pervis et le Keirin, évidemment. En clou de soirée, en fin de soirée, le clou du spectacle, ce remake de la finale des Jeux Olympiques de 2012 par équipe entre la France, nos Bleus de France et la Grande-Bretagne. Merci Anthony, profitez bien évidemment du spectacle, on en reparlera dans notre édition de demain, vous découvrirez toutes les images de cette soirée d'inauguration du Vélodrome et puis ce goût particulier de ce France-Angleterre. On se souvient que le Vélodrome faisait partie des structures retenues dans le cadre de la candidature de Paris au JO 2012 et que finalement c'est Londres qui l'avait emporté. Valérie Pécresse, vous allez vous y rendre, on imagine bien, à cette inauguration après ce journal. Est-ce que ce Vélodrome c'est d'ores et déjà un succès, ne serait-ce que sur le choix de la structure qui a été faite, celle d'un partenariat public-privé? Oui, moi je suis très heureuse de cette inauguration parce que c'est l'aboutissement des efforts de tous. Et puis parce qu'on n'avait pas l'argent pour le financer à l'époque où la candidature de Paris aux Jeux Olympiques a été retoquée. On n'avait pas l'argent et on a décidé, de manière un peu audacieuse, de faire un partenariat public-privé. Et je sais qu'aujourd'hui, par idéologie, la région, un certain nombre de collectivités de gauche refusent de financer des partenariats publics-privés. Or là, eh bien, la ville nouvelle de Saint-Quentin, la région Île-de-France et l'État ont fait un magnifique partenariat avec le secteur privé qui nous permet à moindre coût d'avoir eu cet équipement et de l'avoir eu surtout en temps et heure. Parce que très souvent, vous savez, quand c'est l'État qui finance ou quand c'est les collectivités publiques, il y a des retards dans l'achèvement des travaux. Donc le partenariat public-privé, ça peut marcher. Avec Bouygues Bâtiments, notamment Île-de-France, et c'est Vélopolis qui va donc gérer l'exploitation et maintenance du site pendant 30 ans. Investissement de 74 millions d'euros, 53 millions financés par l'État, la région Île-de-France, encore le Conseil général et la communauté d'agglomération. Si je vous ai posé cette question et vous avez un petit peu commencé à y répondre autour des partenariats publics-privés, c'est aussi parce qu'en ce moment, ils sont pointés du doigt, notamment par l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui connaît de graves difficultés financières. Aujourd'hui, on nous explique que finalement, ça coûte cher et que ces chefs d'entreprise que sont devenus ces présidents d'université n'ont pas forcément géré comme il fallait ces partenariats publics-privés. Ils n'ont pas été assez encadrés. Est-ce qu'il fallait aussi voir les modalités différemment pour les PPP? Comment vous analysez les choses aujourd'hui? Alors d'abord, il faut dire que l'autonomie donnée aux universités, c'est évidemment la liberté de faire des choix, mais c'est aussi la responsabilité d'un budget. Et donc, il est évident que les nouveaux présidents d'universités autonomes doivent s'entourer de compétences. Mais à l'époque, lorsque vous étiez ministre, lorsque Nicolas Sarkozy en a fait une mesure phare de son quinquennat, cette loi d'autonomie, est-ce que vous avez donné suffisamment de clés à ces présidents d'université pour qu'ils gèrent au mieux ensuite en tant que bons chefs d'entreprise?
l'université de Versailles-Saint-Quentin, si je ne me trompe pas, est passée à l'autonomie en 2010. Et effectivement, à l'époque, nous donnions ce qu'on appelle un package autonomie, c'est-à-dire des moyens pour recruter des personnels qualifiés et des moyens pour faire de la formation de ces personnels. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Je sais qu'il y a une enquête en cours pour le déterminer, un audit. Je sais qu'il y a eu des erreurs de gestion qui, malheureusement, aujourd'hui, ont creusé un trou dans les finances de l'université. Par exemple, la livraison de l'amphi de médecine, on n'aurait pas mis dans le budget le coût du chauffage et de l'entretien des bâtiments. Enfin, ça, c'est une erreur de gestion majeure. Là aussi, c'est un partenariat public-privé, d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas le partenariat qui est en cause, puisque le partenariat a permis de faire un magnifique amphi de médecine. Le problème, c'est qu'après, il faut l'entretenir. Donc, il faut mettre dans le budget l'argent pour l'entretenir. Donc il y a eu un certain nombre de défaillances de gestion. Il y a eu aussi le succès de cette université. Il faut le dire et personne n'en parle. Cette université marche très bien. Il y a quelques mois, on ne parlait que des succès de l'université. Mais aujourd'hui, on parle de ses difficultés financières. Et juste, ce n'est pas la seule université qui rencontre des difficultés. Alors attendez. Oui, mais les autres, chaque cas est un cas différent. L'université de Versailles-Saint-Quentin est une université qui rencontre un grand succès en matière de recherche et en matière d'enseignement parce qu'elle a une équipe pédagogique extrêmement dynamique et des jeunes chercheurs extrêmement toniques dans le domaine de la climatologie, de la chimie. Mais ce qui est important, c'est que quand on a cette dynamique, il faut aussi qu'on soit accompagné à la hauteur de cette dynamique. Parce que, évidemment, si vous avez plus d'étudiants, vous avez plus de besoins financiers. Donc je pense que ce qui s'est télescopé dans l'université de Versailles-Saint-Quentin, c'est effectivement une équipe qui avait peut-être des faiblesses en matière de gestion, et puis aussi une université victime de son succès parce que les universités de banlieue sont sous-dotées, elles sont sous-financées. J'avais essayé de rééquilibrer les finances au profit de ces universités. Peut-être que le mouvement ne s'est pas poursuivi parce que je sais que François Hollande a été obligé de faire des économies, notamment dans le domaine universitaire. À l'époque, l'accompagnement, vous ne vous êtes pas dit à un moment, on va les lancer dans l'autonomie, ces chefs d'entreprise que deviennent donc ces présidents d'université? Non, pas des chefs d'entreprise, mais arrêtez de parler de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ils s'expriment comme des chefs d'entreprise, ils doivent gérer comme des chefs d'entreprise. Non, ils doivent gérer. Il faut gérer des budgets. Non, ce n'est pas des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise doivent faire du profit. Ce qu'on demande à des présidents d'université, c'est d'avoir une stratégie pédagogique et de formation et de s'entourer d'un directeur général qui sache gérer l'argent public. Et à l'époque, ils ont eu les clés dès le début. Ce sont des présidents d'établissements publics, comme on a des présidents de musées ou comme on a des présidents d'établissements publics. Le château de Versailles est un établissement public. Et aujourd'hui, vous nous dites tous ne sont pas compétents, et c'est le cas de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Je dis que visiblement, dans le cas de l'université de Saint-Quentin, c'est ce que disent les enquêtes, il y a eu des erreurs de gestion qui ont été commises. On peut tout mettre sur la responsabilité du ministère, mais je rappelle le principe de l'autonomie. Quand on demande l'autonomie, c'est qu'on s'estime capable de gérer. Et les présidents d'université nous ont demandé de leur laisser la liberté de gérer. Donc c'est facile après de dire « je vous ai demandé la liberté, mais j'aurais préféré que finalement vous nous teniez en laisse et sous tutelle ». Moi, j'avais proposé au président d'université à l'époque du début de l'autonomie un partenariat où le directeur des finances publiques départementales puisse contrôler leurs dépenses pour les aider à ne pas faire des dépenses mauvaises. Ils m'ont dit non, surtout pas, vous ne pouvez pas nous reprendre d'une main l'autonomie que vous nous avez donnée. Ils ont demandé l'autonomie, ils l'ont eue. Si certains ont fait des erreurs de gestion, elles n'ont peut-être pas été décelées à temps, et si elles n'ont pas été décelées à temps, ça n'est pas la responsabilité de mon gouvernement qui n'était plus aux manettes. Et vous étiez ministre à l'époque de l'autonomie. Non, j'étais ministre de l'autonomie quand l'université de Versailles-Saint-Quentin est passée à la suite d'un audit, et je leur ai proposé des moyens pour gérer cette autonomie. Si à partir de 2012, les choses se sont mal passées, même de 2011, je n'étais plus aux commandes. En tout cas, pour revenir au Vélodrome, l'inauguration de ce soir ne fera pas que des heureux. Le Centre national du cyclisme français fait toujours débat pour certains habitants de Montigny-le-Bretonneux qui ne veulent pas être oubliés dans leur combat. Anthony Reich pour les précisions. 3,7 millions d'euros, c'est la somme que réclame la société Vélopolis à 9 habitants de Montigny-le-Bretonneux, assignés suite à leur recours déposé en 2010 contre le permis de construire du Vélodrome et le plan local d'urbanisme. Certains ignimontains ont récemment arrêté leur combat. Clairement, demander 3,7 millions d'euros à 9 personnes, 9 citoyens qui ont simplement déposé un recours contre le permis de construire, contre le PLU, c'est vraiment une manœuvre d'intimidation. D'ailleurs, 3 d'entre eux n'ont pas supporté la pression que suppose cette intimidation et donc se sont retirés. Initialement prévue le 21 janvier, l'audience a pour l'instant été reportée. Selon l'association, le financement du projet risque de mettre en difficulté financière la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.
Parce que le vélodrome a été fait dans le cadre d'un partenariat public-privé, donc qui est un gouffre financier qui était très à la mode il y a quelques années, sur lequel toutes les collectivités territoriales sont en train de revenir, parce que c'est une façon d'avoir de l'argent rapidement, mais qui à long terme est vraiment quelque chose qui va amputer leurs finances. Pour les assignés de Montigny, les millions investis dans le vélodrome ont empêché la réalisation d'autres projets. Ils inaugureront symboliquement une non-piste cyclable au bord de la Nationale 10 sur la commune de Trappes ce samedi 1er février. Durant les prochaines minutes, nous allons à présent évoquer les municipales, aborder ce dossier. Vous avez annoncé, Valérie Pécresse, en fin de semaine dernière, un accord que vous qualifiez d'historique avec les centristes de l'UDI, alliance dans les villes autour de candidatures communes. Tout semble aller pour le mieux, sauf forcément à Maurepas. Alors on va redonner le contexte de Maurepas, même si on en parle souvent sur cette antenne. Pierre Le Guérinel, candidat UDI, sollicite aussi l'investiture UMP. Ça ne plaît pas visiblement à l'ensemble de votre famille politique. Et Pierre Le Guérinel, on le rappelle, était allié à Georges Mougeot, le divers gauche maire sortant. Il a ensuite d'ailleurs démissionné pour mener sa campagne au nom de l'UDI. Et puis il y a un nouveau candidat, Grégory Garestier. Il reçoit dans un premier temps l'investiture UMP. Mais aujourd'hui, vous dites stop, il faut une seule liste où on retire notre soutien. C'est ça ? Oui, aujourd'hui, tout indique sur Maurepas que si l'UDI et l'UMP font l'union avant le premier tour, nous avons de bonnes chances de provoquer l'alternance et un nouveau projet pour cette ville. Pourquoi vous n'arrivez pas à les mettre d'accord? Eh bien, vous savez, la mois, politique n'est jamais simple. Le problème de Maurepas, et on le connaît, ça fait des décennies qu'il y a des querelles et des guerres au sein de la droite et des divisions au sein de la droite et du centre maurepasien. Et avec Arnaud Richard, le président de l'UDI, nous allons provoquer une réunion des deux listes pour essayer de trouver les voies de l'union au premier tour de préférence, au second tour si on n'y arrive pas. Mais vraiment, ça me permet de passer un message à tous les Yvelinois qui nous écoutent. L'union fait la force et nos électeurs ne supportent plus le spectacle de nos divisions. Je le sais, j'en ai moi-même été, disons, la victime dans la guerre des chefs à l'UMP qui a laissé une impression, je le comprends, tout à fait déplorable à l'ensemble des Français qui se sont dit qu'on se battait au sein des partis. À Maurepas, c'est pas déjà mais trop non, tard? Mais rien n'est trop tard. Moi, je Parce crois que les deux candidats s'opposent véritablement oui, et verbalement aussi. C'est vrai, mais les Français sont capables de comprendre qu'on puisse, à un moment donné, faire l'union, une union, un mariage de raison, parce qu'on veut ensemble porter un autre projet pour une magnifique ville comme Maurepas. Mais vous parlez d'un mariage de raison, pour autant en introduction vous nous avez dit si on arrive à s'allier, on arrivera à gagner. Donc c'est de raison pour développer la ville ou c'est surtout par intérêt pour remporter une ville supplémentaire pour la droite? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est la succession de M. Mougeot. Et cette succession de M. Mougeot est un moment charnière pour la ville de Maurepas. Et on voit bien que, et si on regarde la gestion de la droite et du centre dans le département, on voit bien le label de qualité qu'il y a à avoir un maire de la droite et du centre dans les Yvelines. On voit bien qu'un maire de la droite et du centre gère de manière économe les finances, qu'il n'augmente pas les impôts, qu'il fait de la qualité de vie, qu'il construit en général du beau, il gère ses services publics de façon à ce qu'ils soient efficaces mais peu coûteux. On voit bien qu'il y a un label de qualité de la gestion de droite dans les Yvelines et je crois que ce label de qualité-là, nous pouvons le faire valoir à Maurepas à condition de ne pas donner le spectacle de division. D'où vient le blocage aujourd'hui? Il semble plutôt qu'il vienne du côté de Grégory Garestier. Si on écoute Pierre Le Guérinel pour l'UDI, il nous dit « Moi, je suis prêt à l'union, il n'y a pas de souci ». Grégory Garestier dit « Quels que soient les termes de l'union, je n'en veux pas, je ne veux pas en entendre parler ». Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous le savez bien, le problème après, c'est les personnes. La question, c'est qui en tête de liste. Alors, le général de Gaulle avait l'habitude de dire, et c'est Franck Borotra qui le citait, il avait l'habitude de dire les ambitions personnelles sont des passions enfantines. Alors je n'irai pas jusque-là, mais je pense que de temps en temps, il faut renoncer à son ambition personnelle pour porter un projet de ville, un projet qui vous dépasse et un projet dans l'union. C'est un message que vous adressez à Grégory Garestier? C'est un message que j'adresse à Pierre Le Guérinel et à Grégory Garestier et que nous irons porter vous voulez avec vous Arnaud fâcher Richard. avec personne finalement? Non, mais pourquoi se fâcher puisque nous voulons aujourd'hui porter ensemble un projet? Il y aura des conséquences? Est-ce que Grégory Garestier, par exemple, pourrait se voir non seulement retirer l'investiture et en plus être exclu de l'UMP? Je crois que vous n'avez pas compris ce que je vous disais. J'essaye de marier. Vous essayez de marier, mais c'est un mariage difficile. C'est presque un mariage contre nature. Non, nous avons dit que nous donnerions une investiture commune ou pas d'investiture du tout. Et je crois que les électeurs de Maurepas comprennent qu'en tout cas, à la tête de l'UMP et à la tête de l'UDI des Yvelines, il y a des présidents qui veulent l'union. Et je crois que c'est ça qu'ils attendent de nous.
On quitte Morpa, on quitte l'UDI. D'autres accords, d'autres négociations éventuellement avec le MODEM cette fois-ci? Est-ce que vous discutez avec le MODEM dans le département? Mais le MODEM des Yvelines, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas de politique au niveau du département. Donc il y a des MODEM sur des listes de droite, très peu, et puis il y a beaucoup de MODEM sur des listes de gauche et dans des villes qui sont pour nous des villes sensibles. Je pense à Plaisir, à Villepreux ou au Clay, qui sont 3 villes qui sont très importantes pour la droite et le centre yvelinois. Donc je crois que dans ces villes sociologiquement sensibles, qui sont importantes, eh bien, le fait que le MODEM ait choisi d'aller s'allier à la gauche empêche toute négociation. Le MODEM ne figurera sur aucune des listes UMP? Si, bien sûr que si, mais à ce moment-là, ça n'est pas une négociation départementale. À ce moment-là, c'est des négociations entre personnes avec des logiques locales. Mais la vérité, c'est que la stratégie du MODEM yvelinois est très peu lisible. On n'a toujours pas compris dans les Yvelines si le MODEM votait à gauche ou s'il votait à droite. C'est un vrai sujet pour nous. On évoquait et sans doute pour les électeurs. On évoquait l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous voyez la droite l'emporter? On imagine que ce bastion de gauche au milieu d'un département très à droite doit finir quand même par vous agacer. Non, mais ce qui nous a agacés, c'est la stratégie de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, du repli sur soi. L'agglomération est formidablement riche et a un potentiel extraordinaire. Elle a refusé, dans le cadre des intercommunalités, d'accepter Plaisir, Les Clays et Villepreux qui souhaitaient rentrer dans la Casquille. Elle a refusé de s'ouvrir éventuellement aux demandes de villes de la vallée de Chevreuse, qui auraient voulu, elles aussi, être associées à cette richesse. Donc je pense qu'aujourd'hui, le problème de la ville nouvelle de Saint-Quentin, vu de ses voisins, c'est que c'est un peu les privilégiés chez eux. Et il y a une gestion qui est très peu ouverte sur le reste du département. Ça, c'est dommageable, parce que je pense qu'il y aurait une vraie complémentarité à avoir au sein de la Casquille une zone urbaine et puis une zone plus rurale, un poumon vert qui serait la vallée de Chevreuse, ou des villes qui ont vocation à y rentrer, comme Plaisir, Villepreux, Les Clays, qui sont vraiment des voisines très proches. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce que nous pouvons porter un autre projet pour cette ville nouvelle et un projet d'ouverture sur ses voisins et ses voisines, un projet qui ferait de la Casquille vraiment un phare de développement pour le département. Justement, puisque vous évoquez ce dossier de l'intercommunalité, je vous propose de regarder ce reportage qui concerne justement Plaisir, Villepreux et Les Clays. Ce sont 3 communes qui ont dû s'allier. Là aussi, le mariage n'est pas toujours facile puisque la maire des Clays-sous-Bois n'a pas vraiment envie de rallier cette intercommunalité. Il y avait une première réunion hier de cette communauté de communes. La maire des Clays était-elle présente? Réponse en images, Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Première réunion ce mercredi soir de la communauté de communes de l'Ouest parisien regroupant les villes de Plaisir, Villepreux et des Clays-sous-Bois. Un premier conseil, regardez de près, car depuis l'annonce de la constitution de cette intercommunalité, la ville des Clays-sous-Bois s'y oppose. Véronique Coté-Millard, la maire, était pourtant bien présente hier soir, mais pour demander le report de cette première réunion communautaire, arguant du fait que la mairie n'a pas été avisée assez tôt de la tenue de ce conseil et qu'elle n'a pas reçu les différents comptes rendus des réunions préparatoires, réunions auxquelles la mairie des Clays-sous-Bois ne s'est d'ailleurs jamais présentée. Une demande de report rejetée par l'Assemblée constituante. Par conséquent, je ne cautionne pas ce qui a lieu ce soir et le retire. C'est votre avis, madame. Véronique Coté-Millard quitte alors la séance, mais promet d'envoyer des conseillers communautaires. Vous comprendrez bien que dans la situation actuelle, la discussion n'est plus envisageable. Mais nous nommerons cependant nos 9 conseillers communautaires pour un délai maximum de 2 mois. Peut-être qu'ils auront le temps encore de siéger une fois. La séance s'est poursuivie avec l'élection du président de la communauté de communes. La maire de Plaisir a été élue à l'unanimité. Coleman-Berger. Coleman-Berger. Il faut regarder l'avenir des Plaisirois, des Claysiens et des Villepreusiens. On n'est pas là pour faire ce genre de guéguerre intestine. On ne sait même pas si demain nous serons là, puisqu'il y a des élections municipales. Donc, écoutez, soyons calmes. Hein. Et en signe d'ouverture, malgré son absence, Véronique Coté-Millard a été élue vice-présidente. La communauté de communes de l'Ouest parisien devrait au complet, en principe, se réunir en mars prochain pour voter son budget. Une étape importante qui devrait donner lieu à de nouvelles passes d'armes orales entre les maires de ces 3 communes.
Valérie Pécresse, très rapidement, il nous reste à peine 2 minutes pour terminer ce journal. Je voudrais votre réaction à ce sujet. Aujourd'hui, Véronique Cotemière, vous lui dites quoi? Elle a raison de refuser cette intercommunalité? Non, mais ça montre l'absurdité de la fermeture de Saint-Quentin-en-Yvelines et la nécessité que la Casquille bascule à droite. Parce que aujourd'hui, l'intercommunalité telle qu'elle existe... Mais les 3 villes ne demandent qu'une seule chose, c'est de venir dans la Casquille. C'est absurde, cette en tout cas, au Clé, ce qu'on demande surtout, c'est de ne pas aller avec plaisir avec Mais non, mais plaisir, Villepreux-les-Clés, c'est tout petit. C'est une intercommunalité qui est tronquée. C'est une intercommunalité qui n'a pas vraiment de sens. Elle aura du sens quand elles pourront rentrer dans la Casquille. Et cette municipale est un moment décisif. La Casquille peut basculer à droite et au centre. Et je compte sur tous les électeurs pour se mobiliser pour cet enjeu. Et là, très rapidement, même si le sujet prêtait à être plus développé, je voudrais juste revenir sur cette information du Parisien. Vous répondiez ce matin à une interview et vous avez précisé « Rien ne justifie l'aide au transport pour les étrangers sans papier ». Vous vous exprimiez en tant que chef de file de l'opposition à la région Île-de-France. Pourquoi un tel discours? Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez aussi séduire les électeurs à droite de la droite? Non, je crois qu'au contraire, c'est l'aveuglement de la gauche vis-à-vis des réalités du quotidien qui fait le lit des extrêmes. Aujourd'hui, un francilien, quelle que soit sa nationalité, qui est en situation régulière, qui gagne plus de 8 000 € par an, n'a pas la gratuité des transports. Un étranger en situation irrégulière, eh bien lui, et c'est pas un discours pour séduire l'électorat du Front National en vue des élections municipales ou même régionales en 2015. Mais c'est justement à partir de ces injustices qu'on nourrit le vote extrême. Et même moi, je ne veux pas nourrir le vote extrême. Je ne veux pas d'injustice tarifaire. Merci Valérie Pécresse. Je veux que la loi soit respectée et qu'elle donne des avantages. Merci Valérie Pécresse d'avoir été l'invitée de cette édition d'aujourd'hui. Je vous rappelle donc que ce soir, il y a l'inauguration du Vélodrome. On en parlera dans notre journal de demain. Et puis, il y a également ce concours Bébé Cadom avec cet Yvelinois qui se présentait. Il n'a pas réussi à l'emporter. Les réactions et du jury et des parents de ce petit Timothée Duchesnay, ce sera dans le journal de demain qui vous sera présenté par Catherine Zulato. Excellente soirée.